Cette semaine, nous avons franchi un cap historique. 1 million d'abonnés selon YouTube. 1 million malgré le déréférencement, malgré les algorithmes qui nous enterrent, malgré la volonté de cette plateforme d'invisibiliser TV Liberté. Ce succès, il ne doit rien aux puissants, il vient de vous seul. Depuis 12 ans, nous avons choisi un modèle unique. Pas de publicité, pas de subvention d'État, pas d'oligarque. Cette liberté est notre marque de fabrique. Mais elle nous oblige aussi à la gestion d'un budget serré, volontairement modeste. Nous ne pouvons compter que sur nos téléspectateurs et c'est notre force. À TVL, nos donateurs sont nos protecteurs face aux insultes, aux attaques, aux censures, jusqu'aux blocages bancaires qui nous font tant de mal et qui nous ont conduits à saisir la justice. Dans un monde où la servitude devient un confort moderne, où l'on préfère obéir tranquillement plutôt que de décider librement, TV Liberté fait exactement l'inverse. Nous choisissons la liberté, le risque, l'indépendance et c'est pour cela que ce modèle dérange. Certains veulent nous faire disparaître avant 2027. Alors aujourd'hui, nous vous demandons de protéger votre télévision alternative. Si vous pensez que la liberté vaut mieux qu'un abonnement premium à des robinets d'idées woke, si vous pensez qu'il faut contrebalancer la propagande de France Télévisions, soutenez TVL en faisant un don défiscalisé. Maintenant, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Chers amis de TV Liberté, bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver au Plus d'éléments. Comme vous l'avez remarqué la dernière fois, j'animerai maintenant cette émission en alternance avec notre ami Pratrak Luzinki. J'ai le plaisir de vous retrouver donc, mais ce sera tous les 4 mois désormais. Nous allons présenter aujourd'hui le numéro 217, pas 417 du Plus d'éléments, décidément. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir, commençons par les nouveaux, Anthony Marinier, pardon. Exactement. Ça allait s'appeler Antonin, excusez-moi. Anthony Marinier, qui est un contributeur maintenant très régulier des pages d'éléments, notamment des pages littéraires. Je remarque aussi, je rappelle que vous animez un podcast où vous faites des portraits d'écrivains assez régulièrement, qu'on peut trouver, je crois, sur YouTube ou sur la plateforme Éléments. Notre ami Rodolphe Carte. Bonjour. Vous venez de publier votre dernier livre, qui est une sorte de, de portrait politique de Jean-Luc Mélenchon. Oh, c'est une bonne définition. Nous y reviendrons après, à la fin de l'émission. J'ai le plaisir de recevoir notre rédacteur en chef, Xavier Aimant. Bonjour à tous. Et ensuite, Daoud Bourrezala. Maintenant, ce sont les habitués. Alors, je montre la une réjouissante du numéro 217. L'Europe sans les Européens. C'est un des sujets donc assez graves que nous allons aborder, que ce soit la démographie, le risque de guerre civile, le racisme anti-blanc. Alors je sais que selon Charles Maurras, le désespoir en politique est une sottise absolue, mais enfin il y a de quoi en effet s'inquiéter aujourd'hui quand on regarde le destin de notre civilisation et de ce continent. Et pour commencer cette émission, nous allons nous y arrêter à un entretien très important que vous a donné David Betts, vers la guerre civile européenne. Alors, j'imagine que c'est une référence au livre fameux aussi, la guerre civile européenne de Nolte, le titre au moins. D'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter David Betts, Daoud Bourrezala ? Alors, David Betts, en fait, qui n'est pas un nom très connu en France, tout le monde en a entendu parler d'une manière ou d'une autre l'été dernier. Alors, c'était au mi-temps du mois d'août, je pense que ça devait être vers le 15 août, où il a été question de 2 articles publiés dans une revue d'histoire militaire britannique sur le risque de guerre civile en Europe occidentale et notamment en France. Et cet article très fouillé, de manière quasi scientifique, en fait, évaluait le risque de guerre civile en évoquant plusieurs scénarios. Un risque, vous savez, un clou chasse l'autre dans l'univers médiatique, mais un temps, ça occupait au cœur de l'été toutes les gazettes, au moins à droite. Puis ensuite, tout le monde l'a oublié. Et puis, moi, j'ai pris contact avec David Betts, qui est professeur d'histoire militaire, qui est d'origine canadienne, mais qui enseigne au King's College of London, à Londres. C'est un personnage qui a
appartient vraiment à l'élite britannique. Ce n'est à pas l'élite un prophète, canadienne, mais qui a canadienne, pignon sur rue dans le champ universitaire britannique, qui a dû enseigner auparavant peut-être aux États-Unis, enfin j'ai plus son CV exact en tête, et qui de manière assez scientifique, sans jouer les prophètes, évalue des risques en Europe occidentale à partir d'un certain nombre de critères qui sont pas seulement identitaires, mais qui sont aussi culturels, économiques, démographiques. Et notamment, il a une métaphore un peu neurologique avec le fonctionnement du cerveau et le seuil de tolérance de société, qui est une entrée en matière intéressante. Et alors, justement, sur cette guerre civile, est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu dans le vif du sujet ? Quels est, selon lui, les trois, comment dirais-je, les trois choses qu'on peut remarquer et qui peuvent nous dire qu'en effet, cette guerre civile n'est pas d'un horizon illusoire ou un fantasme? Alors, au rang des risques, les facteurs de risque, il y a un sentiment de défiance par rapport à l'immigration de masse, par rapport à ce que j'évoquais, le seuil de tolérance, en fait. Il dresse un parallèle entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de la société à travers la notion de période de réfraction. Alors, je ne suis pas neurologue, mais il explique très simplement que un cerveau, en fait, pour pouvoir absorber, assimiler des informations de manière harmonieuse, il faut un rythme qui soit pas trop soutenu. Sinon, vous entrez dans ce qu'on appelle, par exemple, une crise d'épilepsie. Une société, de la même manière, lorsqu'elle est confrontée à un certain nombre de chocs démographiques, identitaires, culturels, économiques, il faut une période aussi d'adaptation. Sinon, on entre dans un état de tension qui peut déboucher sur des scénarios violents du type guerre civile. Alors, parmi ce genre de facteurs, il y a évidemment la question migratoire, démographique. Il y a la question aussi de la paupérisation relative et la question de la défiance par rapport au gouvernement, le fait que l'élite ne soit plus unique et aussi une surproduction d'élite. Il reprend en cela les analyses de Peter Turchin. Et également une culture d'obéissance qui se délite. Et finalement, là où on est peut-être à un point de bascule inquiétant, c'est que de manière un peu contre-intuitive, il explique que le risque de guerre civile n'est pas le plus aigu lorsqu'on a une situation par exemple, de remplacement démographique total, mais lorsque, en fait, la majorité démographique historique se sent suffisamment menacée, qu'elle garde encore une certaine majorité du nombre, mais qu'elle se sent menacée par une minorité qui est en expansion. Et à ce titre-là, il évalue à 4 points annuels le risque d'augmentation de la guerre civile en Europe occidentale chaque année. Xavier Aimant, est-ce que vous avez votre analyse? Est-ce que ça vous semble illusoire? Est-ce que ça vous semble catastrophiste? Non, je pense que l'analyse de David Beltz apporte des éléments de réflexion et une approche en effet relativement scientifique à quelque chose qu'on peut ressentir soi-même de façon, je dirais, expérimentale. On sent bien qu'il y a de plus en plus de tensions dans nos sociétés, qu'il y a une atomisation de nos sociétés, une communautarisation à l'extrême, et on pourrait même considérer qu'il existe déjà une forme de guerre civile de basse intensité. Quand vous avez tous les jours des gens qui se font poignarder, quand vous avez une délinquance qui maintenant est quasiment endémique et institutionnalisée, je dirais, d'une certaine façon, que les gens ont peur de sortir dans certains quartiers, que la police ne rentre pas dans certains quartiers, on est dans une situation qui me paraît en tout cas pré-guerre civile. On ne bascule pas encore dans la guerre civile chaude pour tout un tas de raisons, notamment l'argent dépensé pour acheter la paix civile. Mais malheureusement, c'est évidemment pas une perspective très agréable ni évidemment souhaitable, mais il y a quand même des éléments au quotidien qui nous montrent que il y a une partition, il y a des séparatismes sur notre territoire. On voit bien qu'il y a aujourd'hui plusieurs peuples qui cohabitent sur un même territoire, qui ne se parlent pas, qui ne se fréquentent que dans des confrontations violentes, qui se détestent. Que ce soit d'ailleurs au sein une confrontation avec des populations, on va dire allogènes, mais au sein même de la population française, on va dire de souche, pour utiliser ce terme un peu controversé. Il y a des tensions très fortes, on le voit entre l'extrême gauche, la droite nationale, et tout ça ne
présage pas de lendemain qui chante malheureusement. J'espère, et je fais partie des gens qui pensent que les solutions politiques sont encore possibles aujourd'hui, qu'on n'est pas condamné à avoir une explosion de cette guerre civile, mais il va pas falloir trop tarder. Alors évidemment, on connaît Christophe Guilly oppose souvent la France périphérique aux élites des métropoles mondialisées. Je ne sais plus qui avait théorisé l'opposition entre les anywhere et les somewhere. On peut imaginer d'ailleurs David Goodhart, voilà exactement le nom. J'avais oublié le nom. Et alors David Betts montre que il y aura en fait 3 clans qui vont s'opposer, avec peut-être d'ailleurs des alliances étonnantes entre la racaille d'en haut et la racaille d'en bas. Alors, tous les scénarios peuvent être envisagés. Effectivement, David Betts, en fait, synthétise les approches ethno-culturelles, on va dire, et économiques, en distinguant 3 groupes distincts. Pléonasme. D'un côté, les anywhere, les élites mondialisées, de manière un peu schématique, qui se sentent plus à l'aise à Bruxelles, Ottawa, alors que ou à New York plutôt qu'en Picardie, comme dit comme dirait l'autre, qui sont à la tête de pas mal de gouvernements en Occident. Vous avez de l'autre l'espèce de masse encore enracinée, plus ou moins. Bon, après, on pourrait contester un petit peu ce schéma. Et puis vous avez un 3e groupe d'immigration plus récente qui n'est pas assimilée. Et en fait, c'est là que c'est toujours délicat de tracer des perspectives d'avenir. C'est que je l'ai un peu titillé en lui demandant, mais finalement, des gens comme Boutelja, qui on bouffait les barbares, voilà. Ça allait venir, justement. En gros, toute la plèbe contre l'oligarchie mondialiste, brexiteur. Est-ce que vous croyez à ce scénario? Alors, je voudrais pas déflorer l'intégralité de cet entretien très riche, puisqu'il fait 5 pages, mais il a une réponse assez étonnante qui m'a fait voir les choses d'une manière assez inédite, en expliquant que finalement, il faudrait pas exclure des options un peu surprenantes, mais dans un second temps, une espèce de scénario de recomposition post-apocalyptique. Enfin, vous verrez en lisant. Intéressant. Anthony Marigny, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors moi, sur pourquoi ça tient encore, je me suis posé la question, parce que tous les éléments de la guerre civile, après tout, sont là. Mais pourquoi ça tient encore? Alors que notre société est déjà fracturée, alors qu'elle est de plus en plus pauvre. Tu parlais des tensions, pourquoi ça tient encore? Ça tient encore, oui et non. On a vu au Royaume-Uni quand même des émeutes techniques l'été dernier, où les Anglais de souche, appelons-les comme ça, ont manifesté massivement contre l'immigration massive. Et on a vu la répression quand même assez dure qui a été mise à leur encontre. Pareil, des décisions de justice qui ont été pour le moins controversées. Donc je pense que le système tient encore là-dessus, sur la peur de... David Betts dit quelque chose de très intéressant dans l'interview. Il explique que potentiellement, s'il y a un pays qui plonge dans la guerre civile, ça peut très facilement faire propagation dans les autres. Donc, il apporte quand même des pistes où il dit clairement que le risque de guerre civile est vraiment vérifiable et sourcé, quoi. Et contagieux, potentiellement. Oui, potentiellement et contagieux. Notamment avec des pays en Europe qui sont en train de basculer sur un modèle quasiment de narco-État. On pense à la Belgique, aux Pays-Bas et même au nord de l'Espagne, au pays catalan, justement. Et ce phénomène de contagion et oui, possiblement encore une chose qui s'additionne à la situation intérieure française. La situation française intérieure, pour compléter ce que vient de dire Anthony, d'un côté on a un pouvoir étatique très fort, on a une force policière, le parti de l'ordre justement qui réprimande. J'ai envie de dire, on n'est pas à des intensités, mais quand même au moment des Gilets jaunes, on pourrait revenir sur le nombre d'embrigadements ou en tout cas vraiment de personnes qui ont comparu devant les tribunaux. Et par contre, c'est vrai, cette mise en place un peu anarcho-tyrannique, où on laisse d'un côté des territoires être gérés par un nouveau droit, donc ces nouveaux cartels quasiment, parce que c'est aujourd'hui... une partie du banditisme français a des liens directement avec le Mexique, par exemple. Donc, on a peut-être un phénomène de cartélisation qui va arriver avec ces bandes, de la drogue en France. Et de l'autre côté, un État toujours aussi fort contre justement, on va dire, les patriotes ou le petit peuple qui se laisse faire. Donc, c'est intéressant de voir vraiment ce peuple autochtone pris vraiment dans un étau entre d'un côté la délinquance, comme l'a dit Xavier, de tous les jours avec les bandes ethniques, etc. Et de l'autre côté, un État toujours aussi fort, toujours autant dans la répression. On peut penser par exemple aux règles du DSA aussi qui sont votées à l'Union européenne et qui sont en train d'arriver en France, où là on aura une surveillance, notamment sur les réseaux sociaux, de plus en plus accrue. Alors, il y a eu aussi une autre fonction de l'État qui est très importante, qu'évoque David Betts,
c'est l'État redistributeur, ce qu'on appelle le welfare state en anglais, l'État-providence, qui s'effrite, puisqu'on est dans des pays surendettés, mais ça joue une fonction de fait ça consiste à acheter la paix sociale, pour le dire vulgairement, et donc il y a un côté soupape, et donc si demain, pour X raisons, à tort ou à raison, cette fonction vient à être résolument fragilisée, ça augure aussi des jours un peu délicats pour la sécurité, et je pense, Rodolphe, tu évoquais le trafic de drogue, et il y a aussi un non-dit, il y a des familles entières qui en vivent. Ah oui, aujourd'hui, c'est un environnement global qui prend, comme tu l'as dit, en charge le paiement des loyers. Parfois, c'est des appartements aussi qui servent de cash. Donc, c'est vraiment là aussi une loi totale qui s'institue, un fait social total, pour reprendre le mot de Marcel Mauss, qui s'institue justement sur ce territoire. Ces territoires ne sont pas perdus par les républiques, c'est un autre droit qui s'y applique, c'est autre chose. Nous verrons d'ailleurs l'élection de Marseille, de ce point de vue-là, sera intéressante à observer, puisque Marseille est un lieu de narcotrafic, avec, semble-t-il, d'ailleurs, des liens entre certains hommes politiques, candidats ou non, et le narcotrafic. Justement, pour finir cette parenthèse, Delegue disait qu'il fallait institutionnaliser le trafic de drogue pour que, justement, entre guillemets, ces cartels officieux deviennent les officines officielles, justement, de l'État. C'est l'idée de Louis Sarkozy, le grand penseur de la droite actuelle. Exactement, oui. La convergence entre Louis Sarkozy et Delegue, il faut la souligner. Les grands esprits se rencontrent. Je pense que Delegue est quand même plus intelligent que Louis Sarkozy. Mais ça se discute. Pour terminer cette petite brève discussion sur la guerre civile, la possible guerre civile, comment s'y préparer? David Betts m'a dit quelque chose qui m'a pas étonné, mais enfin qui m'a frappé. Trouver sa tribu. C'est-à-dire, alors on peut croire encore à des solutions politiques, mais lui demande aux gens, explique aux gens que pour se préparer à cette possible guerre civile, cette probable guerre civile, essayer de créer des réseaux. C'est ce que certains d'entre nous font déjà. J'aimerais vous entendre peut-être sur cette question de la préparation à la guerre civile. Alors oui, sans peut-être tomber dans des extrêmes qu'on pourrait appeler le survivalisme, ou se préparer en entassant des tonnes de boîtes de conserve et de papier hygiénique, etc. Il n'est pas totalement en effet délirant, si je puis dire, de prendre certaines mesures, et en effet tisser des liens communautaires pour faire face à des communautés qui, elles, ont des liens déjà très très forts, ça me paraît indispensable. Et de toute façon, de façon générale, même au-delà de l'optique d'une guerre civile ouverte, on voit bien qu'aujourd'hui l'État joue contre nous, joue contre le peuple autochtone, et donc il faut compenser ça par des liens et des solidarités militantes, amicales, communautaires, qui peuvent permettre en effet de faire face à un possible effritement ou une possible disparition de cet État-providence qu'évoquait Daoud tout à l'heure. On peut penser à des choses très simples que certains font déjà, c'est déjà se rapprocher géographiquement, ne pas être isolé dans des zones, on va dire, hostiles, se rapprocher géographiquement, ça veut pas dire créer des communautés et vivre tous ensemble, c'est des expériences qui en général fonctionnent pas très dans les monastères, fonctionnent pas très bien, voilà, tout à fait, mais se rapprocher, pouvoir avoir des soutiens en cas de difficulté. On a des expériences de gens dont les enfants sont embêtés, voire plus, à l'école. Quand vous avez 10 personnes un peu solides qui viennent le chercher 2-3 fois à la sortie de l'école, en général ça peut régler un certain nombre de problèmes. Voilà, et des choses très concrètes, c'est pas de la haute philosophie ou de la haute politique, mais à l'heure actuelle, cette solidarité communautaire, ce rapprochement, cette création de réseaux qui ne sont plus des réseaux informels ou purement intellectuels, mais qui doivent être des réseaux concrets et physiques, me paraît en effet assez indispensable, quel que soit l'avenir, même par simple volonté de vivre avec des gens avec qui on partage un minimum de choses. Merci. Alors on va conclure là sur cet épisode guerre civile. L'émission va très vite, et alors j'aimerais quand même, mais on y reviendra le mois prochain, cher Anthony Marigné, parler quand même de la démographie, puisque vous avez dirigé avec Rodolphe Carte ce dossier important sur la démographie, sur l'effondrement de la natalité, sur les problèmes économiques que ça pose, mais pas seulement. Alors vous avez intitulé votre article non pas le dilemme démographique, mais le trilemme démographique. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Oui, alors, très très rapidement. Le trilemme démographique, c'est en fait un problème à 3 paramètres, à savoir qu'on ne peut pas concilier une faible natalité, une croissance économique, même peu soutenue, et une continuité ethnique.
il faut nécessairement sacrifier un des 3 critères. La voie qui est prise par les pays d'Europe occidentale, c'est évidemment de sacrifier la continuité ethnique des peuples pour faire venir massivement une immigration et faire tourner la machine économique. Une vision purement statistique, économique, etc. Où les hommes sont des sortes de nomades interchangeables. Et une certaine machine économique stato-consumériste, absolument pas productive aussi, avec le changement. Contestable économiquement. Aussi. Exactement. Deuxième, une société qui serait dans la continuité ethnoculturelle, mais qui économiquement péricliterait ou serait dans une forme de décroissance, deviendrait pauvre. Et on a l'exemple du Japon. Voilà. Effectivement, il y a une continuité ethnique au Japon. Et le choix qui a été fait, effectivement, ils ont un taux de natalité qui est extrêmement faible, mais une économie qui a une croissance négative depuis plusieurs années maintenant. C'est le choix qu'a fait le Japon, mais avec une décroissance du nombre de Japonais qui est quand même assez inquiétante. Alors d'autres rêvent à une société robotisée où c'est le livreur Uber, même si, on aurait beaucoup de choses à dire. A-t-on besoin de se faire livrer un sandwich à 22h30 parce qu'on n'a pas fait les courses? Ça, c'est un autre sujet. Mais certains, à droite, rêvent d'une société robotisée qui nous permettrait de nous passer de l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, le modèle japonais démontre un peu ça, la voie robotique et la voie de la technosolution n'est pas forcément une voie aussi solvable pour la société. Et enfin, pour finir le propos d'Anthony, il y a ce troisième exemple avec le modèle israélien qui est intéressant parce que on voit une société qui se maintient, on va dire, au niveau du taux d'enfants, mais il faut savoir qui fait les enfants aussi. C'est les ultra-orthodoxes. Voilà. Exactement, et on voit donc... Et pas seulement. Mohamed est le 3e prénom le plus donné en Israël. Ah oui. Donc on voit que il faut savoir aussi qui fait les enfants dans un État. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit au niveau, par exemple, des gouvernements, que la majorité orthodoxe, en tout cas la représentation orthodoxe, prend de plus en plus le pas dans les gouvernements avec une ligne, on va dire, très dure, notamment sur la droite. Daoud connaît beaucoup mieux la situation que moi, il pourra peut-être l'expliquer. Mais on voit que même là, il faut aussi poser la question de qui fait les enfants. C'est aussi intéressant. Quelques mots d'Anthony Marigny aussi, parce qu'on en parlait hors antenne, si je puis dire, c'est que votre analyse de la question démographique n'est pas seulement justement matérielle, avec des chiffres, etc. Vous posez la question aussi en termes morale, philosophique, civilisationnelle. Elle n'est pas seulement quantitative. Voilà, quantitative. Trop tendance à réfléchir à la démographie en termes de nombre et de quantité. Et c'est ce que j'explique dans divers articles que je fais pour le dossier. Je me base sur le livre d'Olivier Rey, qui vient de paraître en tract chez Gallimard, des fécondités, où lui, en fait, il rapproche la crise de la natalité à une crise de sens. Et il se pose la question, comment vivre sans enfants? Dernière chose, parce qu'après, il nous reste vraiment 5 minutes, alors, donc il faut aller très rapide. Aussi, il y a un article qui est très intéressant qu'a traduit Anthony, qui montre que la République tchèque, qui a connu à la fois une vraie récession démographique, mais aussi un boom, connaît aujourd'hui à nouveau une période de baisse démographique avec une immigration, mais une immigration cette fois-ci ukrainienne. Donc là aussi c'est intéressant parce que c'est encore une autre configuration, parce que d'emblée on pourrait se dire s'il y a une immigration extra-européenne, tout de suite le sentiment d'insécurité, d'insécurité culturelle, etc. Et là on voit que même avec une immigration très massive pour le coup, parce que ça représente vraiment une grosse masse dans la population tchèque, même là ça pose la question aussi du peuple autochtone tchèque. Donc là aussi c'est encore une nuance. Il faudra y revenir le mois prochain. Il nous reste quelques minutes, cher Rodolphe. Vous venez de publier un livre dont vous allez me rappeler le titre sur Mélenchon, qui est le portrait politique de Mélenchon. Alors c'est Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire. Portrait d'un révolutionnaire. Et alors c'est intéressant, moi j'ai vu beaucoup de choses sur notamment les réseaux sociaux parlant de Mélenchon et de votre livre, et rappelant que ce qui fonde en partie, en tout cas le nouveau Mélenchon, en tout cas de son engagement politique, et c'est la haine de soi. Mélenchon est un fils de colons espagnol. On sait très bien d'ailleurs que les colons espagnols et italiens ont été particulièrement brutaux avec la population indigène au Maroc. Et il y a comme chez Mélenchon peut-être, est-ce que c'est une des explications de aujourd'hui de sa xénophilie assez délirante? Oui, alors bref rappel, Mélenchon naît en 1951 à Tanger au Maroc et il
retournera, en fait, il est jamais allé, mais il ira sur le territoire français historique à Yvetot en Normandie à l'âge de 11 ans, en 1962. Donc Mélenchon, comme vous l'avez très bien dit, n'a ni de sang français, bien qu'il soit européen, et n'est pas né sur le territoire historique. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment plusieurs témoignages, notamment de ses camarades trotskistes, et ça a été aussi un grand trotskiste, Mélenchon, mais aussi de ses camarades du lycée qui expliquent qu'à l'époque, quand Mélenchon arrive en Normandie, pour lui, c'est une vraie fracture. Les petits Normands lui apparaissent comme des cutéreux, comme des gens qui parlent. Il y a vraiment un mépris, une haine du paysan. Du paysan, du terroir. Et même lui, dans une émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, disait justement, et je le cite, que les petits Normands le qualifiaient de bico de bougnoul. Je cite dans le texte. Donc lui va bien sûr appuyer là-dessus pour, appuyer son propos politique. Peut-être que c'est une vraie fracture, la blessure singulière, comme on disait. Là-dessus, je renie absolument pas, mais par contre c'est vrai que c'est toujours assez cocasse de le voir ensuite aller en banlieue et de dire nous les Maghrébins, où je cite par exemple dans le livre une affaire où Ahmed, une personne avait eu maille à partir avec la communauté corse en Corse, et Mélenchon avait dit le cœur sous la main, mais tu sais Ahmed, nous les Maghrébins, ils ne nous considéreront jamais comme des Corses ou comme des Français. Bon, mais par contre le dossier démographique c'est intéressant parce que Mélenchon est quelqu'un qui connaît l'évolution démographique de la France et de l'Europe là-dessus, je pense aussi bien que n'importe quel homme de droite comme Zemmour. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir le mano à mano entre les deux, qui sont deux enfants du Maghreb avec une histoire différente et qui jouent d'un côté celui qui a encensé l'arrivée de la France, qui les a libérés, avec d'un côté Zemmour et la tradition juive, et de l'autre côté Mélenchon qui est dans une continuité beaucoup plus décoloniale, anti-impérialiste, et qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de ses prises de position. Merci cher Rodolphe, il reste vraiment très peu de temps, 1 minute simplement pour représenter le dernier numéro, je fais tout tomber, le numéro 217 d'Éléments, numéro formidable évidemment, vous retrouvez les chroniques des uns et des autres, vous retrouvez un très bel article Baninter au Panthéon de notre ami Christophe qui m'a fait beaucoup rire et qui est très très juste cet article, ainsi qu'un entretien avec Dany Robert Dufour. Nous reparlerons évidemment de ce numéro le mois prochain à l'occasion de cette année-là. Je vous remercie. Au revoir.